Merci Élise, bonsoir à tous. En matière de drogue, les trafiquants manquent rarement d'imagination et ce soir, vous allez pouvoir vous en rendre compte une nouvelle fois. Leur dernière idée est insensée, dissimuler des tonnes de cocaïne dans des containers de marchandises sans que personne ne s'en aperçoive durant le trajet. Coq en stock, c'est un document de complément d'enquête. En plein jour, il remplace des cartons d'ustensiles de cuisine par des sacs de cocaïne. En moins d'une heure, le conteneur est chargé, refermé, les nouveaux scellés posés. Vous venez de le voir, des trafiquants filment eux-mêmes ces images pour prouver à leurs donneurs d'ordre qu'ils ont bien placé la drogue dans des containers. Ce qui se passe avant et après cette scène ahurissante, on va vous le raconter ce soir dans un document rare, car évidemment, les trafiquants n'ont aucun intérêt à raconter leurs petits secrets à la télévision. Rien que l'année dernière, en 2017, 17 tonnes de cocaïne ont été saisies par la police, ce qui signifie que la quantité de cocaïne qui circule dans notre pays va bien au-delà. Et pour cela, il faut évidemment pouvoir compter sur des complicités, en l'occurrence la complicité de certains dockers du Havre. Alors pendant plusieurs mois, Claire Tesson et Damien Brunon ont enquêté dans ce milieu très fermé qui sait aussi garder le silence. On se retrouvera après ce document, ici dans les fauteuils rouges avec le patron des stupes. Mais d'abord, voyons ce document. Il est signé donc Claire Tesson, Damien Brunon, Franck Zaller pour Brainworks Productions avec la participation de France Télévisions. C'est le plus grand porte-conteneur du monde battant pavillon français. 400 mètres de long pour 59 de large. Un mastodonte capable de transporter plus de 20 000 conteneurs. Le 6 septembre dernier, la CMA-CGM, fleuron français du transport maritime, célèbre son nouveau navire amiral sur le port du Havre. 2 ministres ont fait le déplacement. Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Elisabeth Borne, ministre des Transports. Le choix du Havre n'est pas un hasard. C'est le plus grand port français pour le transport des conteneurs. J'aime la mer, j'aime les bateaux et j'aime le commerce qui unit les hommes et les continents. La compagnie a vu les choses en grand, avec ce show sur la coque transformé en piste de danse. Je souhaite bon vent à son équipage et à tous ceux qui navigueront à son bord. Voilà le visage que le port du Havre aime montrer. Il y en a un autre, beaucoup plus sombre, dont il se passerait volontiers. 750 kilos de cocaïne découverts dans un conteneur de chips de banane sur le port 10 jours plus tard. Une saisie spectaculaire, mais pas inhabituelle. En quelques années, le Havre est devenu l'une des principales portes d'entrée de la cocaïne en France. 900 kilos saisis en 2015, 1,5 tonne l'année suivante, 3,5 tonnes en 2017. Des saisies régulières qui ne sont pourtant qu'une goutte d'eau dans un océan de drogue. Pour faire passer leurs marchandises sur le port, les trafiquants s'appuient sur des complices. Parmi eux, des dockers. En échange de fortes sommes d'argent, certains d'entre eux acceptent de récupérer la drogue dissimulée dans les conteneurs. Des proies faciles, selon un trafiquant français que nous avons pu contacter. Les dockers volent des parfums à l'origine. Quand on leur propose de faire autre chose pour mieux gagner sa vie, voilà quoi, ils disent pas non. Enquêter sur ces dockers,
c'est se frotter à une communauté très solidaire et très fermée. Non, il va vous parler de ça, mettons, on ici, là. Mais il peut sortir dans le nez, il peut prendre 2 balles. Une communauté protégée par un syndicat et son patron qui n'ont aucune envie qu'on parle des brebis galeuses. C'est un système tout à fait improbable où une seule personne a le pouvoir de décider de la parole de chacun des acteurs de la communauté portuaire du Havre. C'est quoi les risques que vous prendriez? De se faire casser la gueule, d'avoir les logos abîmés, les dockers sur le Havre, c'est vraiment un monde à part. Depuis la Colombie et ses plantations de bananes infiltrées par les nouveaux rois de la cocaïne, Buenas, ¿cómo están? jusqu'aux terminaux du Havre, comment la drogue transite dans les conteneurs, comment certains dockers sont devenus les petites mains de ce trafic mondialisé. Comment cette communauté a réussi à imposer au Havre, la ville du Premier ministre Édouard Philippe, une loi, celle du silence. Chercher de la drogue sur le port du Havre, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. 10 000 hectares, l'équivalent de la ville de Paris. Plus de 2,5 millions de conteneurs par an. À chaque arrivage, la douane peut intervenir pour des contrôles. Les conteneurs suspects sont acheminés dans un hangar en retrait des docks. C'est là qu'ils sont fouillés. Ce jour-là, c'est une cargaison de billes de cire en provenance du Brésil. Ces douaniers spécialisés dans la recherche de drogue ont demandé l'anonymat. Le trafic de stupéfiants est un trafic où les gens sont souvent violents. Et si jamais ils venaient à perdre 700 ou 800 kilos, pour eux, les risques seraient énormes. Il y aurait même un risque mortel. Donc ils sont prêts à tout pour récupérer leurs marchandises. Il faut détecteurs de gaz, les masques à gaz pour nous protéger. Masque obligatoire, les entreprises qui expédient les marchandises utilisent des solvants pour les préserver pendant le transport. Des douaniers ont déjà été intoxiqués. Le conteneur brésilien a été sélectionné parmi plusieurs centaines d'autres. Sur quels critères? Les agents resteront vagues. Donc ça, c'est le document qui nous est envoyé par la cellule de ciblage. Origine, provenance d'Amérique du Sud. Le fait que ce soit des opérateurs réguliers, être une marchandise licite, ça peut être le type même de conteneur qui peut être repéré par les narcotrafiquants pour y passer leurs marchandises de fraude. Ce sont ces éléments qui nous mettent la puce à l'oreille. Chaque conteneur est identifié par un numéro, sa plaque d'immatriculation. Pour chaque cargaison, un scellé est posé par l'expéditeur. Ce plomb en théorie unique est la garantie que le conteneur n'a pas été ouvert. Donc là, on vérifie le numéro du scellé qui correspond à celui qui est indiqué sur le document de ciblage. Une vérification un peu vaine, car les trafiquants savent falsifier les scellés. Leur technique, ouvrir les conteneurs avant le départ du bateau pour y glisser de la cocaïne à l'insu de l'expéditeur. Puis ils remettent un scellé. Des complices récupèrent la drogue dès son arrivée au Havre. On appelle ça le rip-off. Toute personne peut l'avoir contaminé, aussi bien sur le port brésilien que sur le navire ou sur le port du Havre. Première opération, c'est de vérifier qu'entre les palettes, il y a des espaces, il n'y ait pas de sacs qui étaient rajoutés contenant donc des stupéfiants. Alors, ça dit quoi? Ben là, pour l'instant, ça dit absolument rien. Tu veux la... Ça, c'est bon? Là où on se trouve, on peut tenir debout. Il y a facilement de la place pour mettre 700-800 kilos sans aucun problème. Les pains de cocaïne sont tellement compressés qu'on aurait énormément de mal à traverser. Ce jour-là, ils ne trouveront rien. Les contrôles de conteneurs sont quotidiens, mais les douaniers reconnaissent leurs limites. Et bien sûr, la douane, on ne peut pas contrôler les 2,5 millions, on ne peut pas arrêter tous les flux.
Donc là pour nous, le contrôle en matière de rip-off est terminé. Grâce au rip-off, les trafiquants peuvent contaminer un maximum de conteneurs dès leur chargement en Amérique du Sud. La plus grande partie de la cocaïne vient de Colombie, premier producteur mondial. C'est là que tout commence. Le golfe d'Urabá, au nord-ouest de la Colombie. Cette région connue pour ses plantations de bananes à perte de vue est le fief d'une famille devenue plus puissante que les cartels de Medellín ou de Cali. Le clan du Golfe. Les narcotrafiquants profitent des exportations de bananes pour convoyer leur cocaïne vers les États-Unis ou l'Europe. Voici le colonel Rodriguez, l'homme qui mène la guerre contre le clan du Golfe. Il est à la tête d'une vaste opération militaire dans la région. La drogue est acheminée dans ce secteur depuis les différentes régions du pays où se trouvent les laboratoires clandestins. Les trafiquants l'amènent ici et ensuite ils sont en permanence sur le qui-vive pour la mettre dans les conteneurs. Ils essaient de l'infiltrer, de l'introduire dans les chargements de bananes pour la sortir du pays. On revient dans peu de temps, soyez prêts. Hola Alex, ¿qué ha habido? ¿Cómo está? Bien, hermano. Combien de conteneurs aujourd'hui? Il y a un quai avec 8 conteneurs. Buenas, ¿cómo están? Pour trouver la drogue, les militaires colombiens procèdent méthodiquement. Les contrôles de ces usines de conditionnement de bananes se font à l'improviste. L'armée n'a aucune confiance dans le personnel. Bonjour à Dieu et à la patrie. Nous allons faire le tirage au sort, sélectionner les palettes qui seront chargées dans le conteneur. Les militaires eux-mêmes doivent prouver qu'ils ne sont pas corrompus. Les contrôles sont filmés, les lots de bananes à fouiller tirés au sort au dernier moment. Supposons qu'on trouve de la drogue cachée dans un conteneur en France ou aux Pays-Bas. On nous informe tout de suite. On nous dit, nous avons trouvé 30 ou 100 kilos dans le conteneur 50 01 53 9. Qui a été le responsable de son inspection? Le procureur va m'appeler directement et me demander comment j'ai fait l'inspection. Je dois alors lui montrer que j'ai respecté les règles. Ça avance. Grâce à la perceuse, on contrôle la matière derrière la paroi du conteneur. On vérifie la texture et l'odeur. Leur arme ultime, Espoin, berger malinois de 2 ans. Les trafiquants redoutent le flair de ces chiens. Leurs têtes sont parfois mises à prix. Je ne me souviens plus. Quelle récompense offre le cartel pour un chien? 70 000. 70 000 $. 70 000 pour sa mort. Grâce à ces contrôles très poussés, au printemps 2018, les militaires ont fait une saisie dans cette même usine. Caché dans le double fond d'un conteneur, près de 100 kilos de cocaïne, plus de 6 millions d'euros à la revente. Mais là encore, les trafiquants parviennent à passer entre les mailles du filet, en multipliant les rip-offs. Entre les usines de bananes et le port d'embarquement, il y a près de 3 heures de navigation en barge. Pendant le trajet, les trafiquants peuvent menacer les transporteurs ou ils peuvent les payer pour cacher les sacs remplis de pain de cocaïne dans les conteneurs. Ensuite, ils falsifient les scellés et c'est comme ça qu'ils contaminent les marchandises. Les spécialistes du rip-off ont un autre terrain de jeu, le port de Carthagène. 2 millions de conteneurs sont pris en charge ici chaque année. Dans les banlieues pauvres de la ville,
les trafiquants n'ont aucun mal à recruter de petites mains. Nous avons rencontré Gabriel. Il est skipper sur le port, mais les clients sont rares. Quand il a besoin d'argent, ce Colombien de 28 ans prête main forte aux convoyeurs de cocaïne. La mafia est tellement puissante qu'elle peut tout acheter. Elle achète les agents de sécurité, les inspecteurs, les arrimeurs, les conducteurs de grue. Ceux-ci cachent la drogue au moment de vérifier les conteneurs. En Colombie, c'est comme ça. Si tu peux le payer, tout peut s'acheter. La mission de Gabriel, se procurer l'un des éléments indispensables du rip-off, le scellé pour les conteneurs. Après les avoir ouverts, nous remettons ces scellés qui portent le même numéro que celui du conteneur. Ils sont authentiques? Oui, authentiques. C'est pas une copie. Non, ce ne sont pas des copies. Comment est-ce que vous les obtenez? Via l'entreprise de fret elle-même. C'est une chaîne, tout est lié. Ça coûte cher à récupérer ça? Bien sûr. Ça coûte $300. Une fois le scellé obtenu, les trafiquants ciblent les cargaisons à contaminer. Aux abords du port, il y a des dizaines de parkings comme celui-ci où les conteneurs attendent d'être embarqués. Ils sont théoriquement sécurisés, mais on y entre sans réelle difficulté. Les cartels sont prêts à payer jusqu'à 2 000 €, 4 fois le salaire moyen en Colombie, pour acheter la complicité des gardiens. Le rip-off peut commencer. Démonstration avec cette vidéo filmée par les trafiquants eux-mêmes. En plein jour, ils remplacent des cartons d'ustensiles de cuisine par des sacs de cocaïne. En moins d'1 heure, le conteneur est chargé, refermé, les nouveaux scellés posés. Impossible de voir que la cargaison a été contaminée. Nous avons pu remonter la piste d'un de ces trafiquants. Il est français, nous l'appellerons Michael. Par précaution, il refuse d'être enregistré, ne communique que par messagerie cryptée. Pour cet expert du rip-off, les vidéos sont un outil de travail. La vidéo, c'est pour prouver que le boulot a bien été fait, car il y a beaucoup de menteurs. Et ensuite, vérifier le numéro du conteneur, les informations à donner au docker. Michael se présente comme un expert en relations internationales. En clair, il met en relation les vendeurs de cocaïne sud-américains et les acheteurs français. L'inconvénient du conteneur, c'est que la traversée, elle peut être longue. Il peut y avoir des escales et qu'à chaque étape, c'est stressant. Je stresse qu'on me découpe si la marchandise n'arrive pas à bon port. Les gens dans ce milieu, et en Amérique latine, ils rigolent pas. Il y a de la demande en France, une forte demande. Du coup, le Havre, c'est devenu une porte d'entrée. Cette technique du rip-off, un trafiquant français l'a développée à grande échelle entre l'Amérique du Sud et le port du Havre. Kevin Dour pilotait son vaste réseau depuis la Martinique. Mai 2018, à Fort-de-France, il est jugé avec 9 complices sous très haute sécurité. Celui qu'on surnomme le Pablo Escobar français aurait engrangé 50 millions d'euros en 3 ans. Cet enquêteur des stupes fait partie des policiers qui ont traqué Kevin Dour. J'arrive en Martinique en fait en 2012, en septembre 2012. Et là, les collègues déjà sur place nous expliquent un petit peu qui sont les trafiquants locaux, un petit peu connus, etc. Il n'est pas cité.
il n'en fait pas partie. Et c'est au fur et à mesure du temps, effectivement, on nous parle de plus en plus d'un Kevin qui commencerait à s'implanter, qui va dans les boîtes locales, qui dépense beaucoup d'argent. On nous dit que c'est effectivement qui fait dans le trafic de cocaïne, mais ça reste vraiment à ce niveau-là, c'est encore très, très, très diffus. Avec l'aide d'un expert informatique, les policiers parviennent à entrer dans la messagerie cryptée du téléphone du trafiquant. Une première. Pour nous, ça va être quelque chose qui va changer radicalement la donne de cette enquête. Et là, on va vivre en direct les conversations directes entre Kevin Dour et la Martinique, entre Kevin Dour et ses associés vénézuéliens, entre la Martinique et la métropole. Pendant 10 mois, les policiers de Fort-de-France ont accès quasiment en temps réel aux conversations de Dour avec ses complices. Photos de marchandises, négociations de prix et de quantité, tout y est. Il mesure alors l'envergure de Kevin Dour. Il est devenu important même pour les Sud-Américains. Même les Sud-Américains se battaient pour vendre leur cocaïne à Kevin Dour. Il est quand même un des rares, je pense, à être en capacité, sur une commande, de pouvoir faire venir, depuis l'Amérique du Sud, 500 kilos de cocaïne, en passant par la Martinique, jusqu'au port du Havre, en l'espace d'une dizaine de jours. Pour que le rip-off fonctionne, Kevin Dour s'appuie sur des complices qui ont un accès direct aux conteneurs sur les ports. Les dockers. Les enquêteurs sont remontés jusqu'à l'un d'entre eux, Jean-Luc Giboyot. En garde à vue, le docker de Fort-de-France finit par passer à table. Il raconte comment il a été recruté. Tout le monde dans le milieu de la drogue sait que je travaille sur le port. Je me suis déjà fait aborder, mais j'avais refusé. X m'a dit qu'il savait que j'avais de grandes responsabilités. Il m'a sollicité en me disant qu'il pouvait me faire gagner beaucoup d'argent, qu'il avait une équipe sérieuse et que ce n'est pas de la rigolade. Il m'a demandé si j'avais la possibilité de charger de la marchandise, de la cocaïne. J'ai des dettes, et énormément. Je dois environ 100 000 euros. C'était pour moi l'unique moyen de sortir de cet engrenage. Le docker devait toucher 90 000 euros pour faire entrer près de 500 kilos de cocaïne dans des conteneurs à destination du Havre. Le rôle des dockers dans ce trafic, il est indispensable. Sans les dockers, on ne peut pas ni faire sortir la marchandise, ni la faire rentrer. Donc là, on a vraiment quelque chose, un circuit complet d'acheminement de la cocaïne, des Antilles, jusqu'en France. Verdict du procès, 22 ans de prison pour Dour, 4 ans pour le docker antillais. En mars 2019, un second procès devra établir comment la drogue était récupérée à l'autre bout de la chaîne, sur le port du Havre. Ici aussi, des dockers sont impliqués. Ils sont parmi les seuls à pouvoir circuler librement sur les terminaux à conteneurs. Une zone très sécurisée. Pour y accéder, il faut franchir la porte François Ier. Badge obligatoire, des caméras enregistrent les allées et venues. Après plusieurs semaines de négociations, nous avons obtenu l'accord de filmer dans cette zone. Le royaume des 2500 dockers du Havre. À l'aide de ces immenses machines, les dockers chargent et déchargent des navires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont les seuls à manipuler les conteneurs. Tout au long de notre enquête, nous avons tenté de les approcher. Aucun n'a accepté d'être filmé. Quand il s'agit de trafic de cocaïne, la direction du port n'est guère plus bavarde. Pas d'interview filmée, pas d'image non plus de ses services de sécurité, 134 agents assermentés et armés. Bonjour. Nous sommes allés à leur rencontre en caméra cachée. Que vous soyez journaliste ou pas, nous, on n'a pas à vous répondre par rapport à vos questions. Si vous avez besoin de poser des questions, comme vous dites, allez voir la communication du port. Vous voyez ou même vous ne voyez rien? On part de zéro, nous. On part de zéro.
Mais Vous avez votre réponse, nous on voit rien. Non. Mais quand, je suppose que vous vous réjouissez pas trop qu'il y ait des trafics sur le port. Ça fait chier quoi. Non mais ça fait chier, hein. Parce que moi Mais ça me fait chier parce que j'ai pas connu ça avant. Quand j'ai commencé à toucher à ça, puis on n'entend pas et tout ça, je dis mince. Ouais, c'est vrai que ça peut être. On va parler de cocaïne en gros, hein, parce que c'était ça. Hein, ah bah oui. Hein, c'est vrai que c'est dangereux et puis on sait très bien et on fait en sorte de faire très attention à nous. C'est tout. Hein. Mais on ne dira pas des choses qui peuvent se retourner contre nous. Mais quand vous dites qu'ils peuvent se retourner contre nous, je vous non, ça veut dire quoi par rapport à notre sécurité aussi. Hein. Nous on habite. Il y a des gars, nous il y en a qui habitent en campagne, moi on habite là, après tout. Rien qu'un visage filmé, laisse tomber, c'est même pas la peine quoi. Leur peur est justifiée. Ces agents de sécurité sont en première ligne face à des équipes très déterminées. Le 29 juin 2015, vers 2 h du matin, un docker signale aux agents portuaires les allées et venues suspectes d'une voiture sur un terminal à conteneurs. À la sortie du port, porte François 1er, la sécurité s'apprête à la contrôler. Le conducteur refuse de s'arrêter et force la barrière. La Renault Scénic est retrouvée vide quelques heures plus tard au Neige, un quartier d'habitation à l'intérieur de la zone portuaire. La police judiciaire du Havre est saisie. Ce capitaine est un spécialiste des stupes. Ah, elle est là. Voilà. Des premiers éléments qui nous sont donnés, on nous parle d'un coupe-boulon à l'intérieur de la voiture, d'un gyrophare. Bon, voilà, le véhicule est volé, maquillé, donc on comprend bien qu'il s'est passé quelque chose sur le port. Les policiers reconstituent le déroulé de la nuit. Minuit 50, la Renault Scénic pénètre sur le port avec le badge d'un docker. 1h48, la voiture entre sur le terminal de France par un accès réservé aux convois exceptionnels. Le véhicule quitte le champ de la caméra avant de réapparaître 15 minutes plus tard. Le passager, capuche sur la tête, descend pour ouvrir la grille sécurisée avec le badge. La Scénic est alors prise en chasse par 2 véhicules, conduits par d'autres dockers. Ce sont eux qui préviennent la sécurité portuaire. Les 5 hommes identifiés cette nuit-là ont un point commun. Ils sont dockers, anciens dockers ou frères de dockers. Parmi eux, Steve Thomas, Gatien Goran et Steve Langlois qui a déjà fait de la prison pour vol de fret. Il est depuis interdit d'accès au port. Il a les relations pour pouvoir continuer ses activités sur le site. Et en même temps, parce qu'il est délinquant d'habitude, il a aussi des relations parmi le monde des trafiquants de drogue, de manière générale. Faute de preuves, aucun des suspects n'est interpellé. Mais de nouveaux éléments vont renforcer leurs soupçons. 2 mois plus tard, le 27 août 2015, la douane saisit un peu plus de 135 kilos de cocaïne dans un conteneur chargé de riz. Les scellés ont été contrefaits. Au tribunal de grande instance du Havre, j'ai reçu une information là, récemment sur... Le procureur et sa substitut coordonnent l'enquête. Une illustration parfaite de la technique du rip-off. Alors là, vous avez des sacs qui sont des sacs de sport traditionnels. Alors on peut se dire que l'emballage de feuilles plastiques est destiné à éviter que les chiens éventuellement puissent détecter les émanations de cocaïne. 140 kilos, qui représentent une forte somme, un fort enjeu financier. Qui dit rip-off, dit complicité sur le port. La nuit de la saisie, les caméras montrent que 2 voitures suspectes sont entrées sur un terminal par la porte François 1er. À leur bord, les enquêteurs identifient la bande liée au docker qu'ils avaient dans le viseur. Dans cette Citroën C3, Steve Thomas. Dans la Mercedes, en veste de survêtement, Gatien Goran, confondu par un petit détail.
Gatien Goran, à chaque fois qu'il rentre sur le site, on voit sa main quand il badge, donc la caméra, et on reconnaît son tatouage assez facilement sur tous ses passages. Mais à part leur présence sur le port cette nuit-là, toujours aucune preuve de leur implication dans le trafic. Pendant 3 mois, les enquêteurs surveillent le réseau qu'ils ont baptisé Dragon. Écoute, balises, filatures, aucun résultat. Jusqu'à la nuit du 16 novembre 2015. À 4h30 du matin, la sécurité portuaire contrôle une Golf stationnée près de l'entrée du port. À son bord, Steve Langlois. Il est en possession d'un PGP, un téléphone BlackBerry, voilà, avec une messagerie cryptée dessus. Donc les collègues récupèrent le téléphone, on voit bien qu'il y a des messages, il ne veut pas donner les codes. Sur sa présence ici, il se promène, il est tard, il ne sait pas trop ce qu'il fait là. Enfin bon, bref, c'est assez nébuleux. En explorant les vidéosurveillances de cette nuit-là, les enquêteurs découvrent la bande de Steve Langlois en pleine action, quelques minutes avant le contrôle de la Golf. Chacun a une mission précise. Langlois fait le guet à l'entrée du port. Thomas et Goran, eux, récupèrent la drogue sur les quais. Gatien Goran se gare à la sortie du terminal et ouvre son coffre. Il est rejoint par Steve Thomas, à bord d'une camionnette de manutention utilisée par les dockers. Gyrophare allumé, l'utilitaire se gare en travers au plus près du coffre de la voiture. Pendant près d'1 minute 30, les 2 hommes transbordent ce qui semble être des sacs. La scène surréaliste a lieu sous les yeux d'autres dockers qui terminent leur service et passent tranquillement devant, sans s'arrêter. Quatre mois plus tard, au petit matin, une quarantaine de policiers des stupes, de la BRI et de la PJ mènent un grand coup de filet. 14 perquisitions en simultané. C'est un vaste trafic de cocaïne qui vient d'être mis au jour sur le port du Havre. 8 personnes sont en garde à vue. Parmi elles, 5 dockers. Au Havre, c'était la première fois qu'on interpellait autant de personnes travaillant sur le port, notamment des dockers en lien avec des importations de cocaïne sur le port du Havre. L'affaire fait la une des journaux. Les dockers sont pointés du doigt. Les familles des suspects se murent dans le silence. Oui, bonjour, Angélique. Oui. Bonjour, Damien Brunon, je suis journaliste, je travaille pour France 2. Je voudrais savoir si je peux vous parler. Pas du tout, monsieur, j'ai rien à vous dire. Est-ce que je peux le trouver, madame? Bonjour, madame. Après plusieurs portes claquées au nez, la mère d'un docker arrêté nous en dira un peu plus. Elle ne sait pas qu'elle est filmée. Vous, quand vous avez appris que votre fils avait été arrêté, vous saviez ce qu'il faisait ou... Disons que j'avais des doutes. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude? Non, c'était pas l'habitude, mais je sais pas, j'avais des doutes parce que des fois il avait de l'argent plus qu'il aurait dû en avoir. Et il n'y avait pas que ça, il y avait aussi c'est les voyages qu'ils font, tous ces trucs-là. Marrakech? Je sais pas. En Marrakech, oui, il a été plusieurs fois. Il disait qu'il partait en vacances. Moi, bonnes vacances? Oui, j'ai de bonnes vacances. Mais par exemple, quand vous disiez, je voyais bien qu'il avait plus d'argent que prévu, vous le voyez à quoi? Il s'est acheté une Countryman. C'est une voiture. Et vu le prix de cette voiture-là, ça m'a paru bizarre. Est-ce que vous savez qui les recrute? Ah non, ça je sais pas. Franchement, honnêtement, je sais pas. Recruter des dockers, rien de plus facile selon Michael, l'intermédiaire entre les trafiquants sud-américains et français. Les 2500 € mensuels d'un jeune docker ne pèsent pas lourd face aux sommes colossales proposées. 500 000 € à se partager pour sortir 100 kilos de cocaïne. J'ai des gens qui habitent au Havre, qui recrutent pour moi parmi les dockers.
C'est de l'argent facile. Les dockers volent des parfums à l'origine. Quand on leur propose de faire autre chose pour mieux gagner sa vie, voilà quoi, ils disent pas non. Dans l'affaire Dragon, la police a saisi un jet ski, un scooter, des téléphones cryptés et plus de 220 000 € en liquide. Une petite partie du magot seulement. Le reste, les dockers l'auraient flambé. C'est les dépenses dans les établissements de nuit, les bars à chicha, les week-ends passés entre amis dans des belles villas, à l'étranger, Maroc notamment, réservation pour des milliers d'euros pour un week-end passé. Malgré les perquisitions et les vidéosurveillances, en garde à vue, les suspects restent mutiques. Ils risquent pourtant jusqu'à 10 ans de prison. La loi permet, en cas de coopération avec les enquêteurs, de diviser la peine encourue par 2. Eh bien, pour autant, nous n'aurons pas d'aveu circonstancié. Personne ne va, comme on dit, se mettre à table et nous expliquer les tenants et les aboutissants. Maître Routel est l'avocat d'un des prévenus dont le badge a servi pour récupérer la drogue. Il défend des dockers depuis des années. Ils savent qu'en avouant, ils peuvent, j'allais dire, par voie de conséquence, perdre le métier qui est le leur. Un docker, dans sa famille, son père est docker, parfois ses frères sont dockers. Donc il y a une charge toute particulière qui entoure leur activité. Et c'est vrai que pour eux, le perdre est une catastrophe. Vous diriez qu'ils ont plus peur de perdre leur emploi que de la prison, les dockers ? Je crois, très sincèrement, que leur préoccupation première est le risque de perdre leur emploi. Cette communauté d'ouvriers très soudés s'est construite dans un quartier enclavé, au cœur des installations portuaires du Havre, le quartier des Neiges. À l'entrée, des barres d'immeubles défraîchis. Plus loin, de petites maisons avec vue sur les conteneurs du port. À peine plus de 1900 âmes y vivent. Pour Denis et Marc, policiers à la brigade de recherche et d'intervention de Rouen, les Neiges sont devenues la base arrière des trafics. Il faut savoir qu'il y a 5-6 ans, ça restait quand même un des quartiers, pas les plus chauds, mais assez sensibles quand même. Le lieu est stratégique, situé à quelques mètres à peine des fameux conteneurs. Vous voyez là, les barrières, voilà. Ce qu'on voit, les palissades, là, derrière, l'autre côté, c'est le port. Donc, je voulais juste imaginer ce qu'on peut essayer de tenter ici. Dans le passé, ça m'est arrivé de faire des affaires ici, escalader et sortir directement des conteneurs la marchandise. Et là, ils sont directement chez eux, ce qui fait qu'il n'y a pas de transport. Le transport, il se fait très rapidement. Et on fait généralement qu'un seul passage. On attire l'œil, on a des véhicules particuliers, on attire l'œil. Les policiers de la BRI font régulièrement des filatures dans les affaires de cocaïne. Mais au quartier des Neiges, c'est quasiment mission impossible. Il faut savoir que on va dire que si d'autres personnes, d'autres quartiers viennent dans cet endroit, les Neiges, obligatoirement, ils vont éveiller des soupçons. Ils sont un petit peu dans leur quartier, ils ne veulent pas que les autres viennent traîner sur leur quartier. Pour entrer aux Neiges, mieux vaut donc montrer patte blanche. Nous avons pris rendez-vous avec Solange Gambard, une conseillère municipale déléguée au quartier. Elle y habite depuis 50 ans et a accepté de faire l'entremetteuse avec la communauté. Le rendez-vous est fixé au village, un bar prisé des dockers. Mais quelques minutes avant le rendez-vous, nous recevons ce texto. Bonjour, j'ai ordre de ne pas être avec vous au village. Oui, bonjour Madame Gambard, Damien Brunon de France 2. Bonjour. Oui. Excusez-moi, je suis dans l'impossibilité de venir. C'est pour ça que je vous ai envoyé un petit message. D'accord. Je suis prise là, j'étais prise avec quelque chose et je peux pas revenir. Vous pouvez pas venir ou vous ne voulez pas venir? Non, je ne peux pas venir, c'est pas pareil. D'accord. C'est pas que je ne veux pas venir. Ah non, du tout. Non. D'accord. Et est-ce que vous pouvez venir plus tard? Moi, cet après-midi, j'ai autre chose. Je peux pas... Ok. Non. Et demain? Non.
Vu le SMS que vous m'aviez donné juste avant en me disant que vous avez eu ordre de pas venir. Non, je n'ai eu de personne, c'est moi qui vous ai marqué ça. Je savais pas, d'abord j'ai marqué ça, je sais pas pourquoi. Et ordre, j'ai pas eu l'ordre. C'est que c'est moi qui me donne l'ordre de ne pas parler de ça, si vous voulez. Non, ce pourquoi je vous contactais, c'était pour comprendre le fonctionnement de la communauté des dockers. Ce qui n'a rien à voir avec... Moi, je connais pas du tout la communauté des dockers. Madame Gambard, ça fait 50 ans que vous vivez dans le quartier. Ah non. Et en tant qu'élu, vous fréquentez pas les dockers? Oui, bon. Non, c'est pas du tout mon style de personne. J'en côtoie, je suis obligée d'en côtoyer dans mon métier maintenant. Je suis obligée d'en côtoyer. Bonjour, bonsoir, mais on se fréquente pas. Du tout. Nous nous rendons donc seuls au bar Le Village. Là, surprise, nous sommes attendus. Bonjour. C'est journaliste, hein? Ouais. Bonjour. Désolé, mais on peut pas rentrer dans le bar. Ah bon? Ouais, on a ordre. Ordre. Une ordre. Nous, on veut juste rencontrer les dockers. Non, on veut discuter. Personne ici encore en plus. Et on a eu l'ordre on a rien à dire et puis... Mais ordre de qui? Ah, ça après c'est... non, mais attendez. Ça c'est nous, ça après... Mais c'est vous qui... Pas, Parce que nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est comment ça se passe dans la communauté. Ça se passe très bien, ça se passe très bien. J'étais au courant depuis longtemps. Ça fait que je me suis renseigné un petit peu envers tout le monde. Tous les gens ils ont dit ça sert à rien de discuter parce que ça va nous causer des problèmes. Mais c'est qui les gens? Les gens qui travaillent, les gens tout le monde. Ils ont dit ça va causer des problèmes, ils veulent pas parler. Ça sert à rien de parler. Moi personnellement je veux pas vous parler non plus. Non mais personne ne peut vous parler à ça. Mais pourquoi? Un client du bar s'invite dans la conversation. Il y en a un, il va vous parler de ça, mettons, on dirait ici là. Il peut sortir dans une heure, il peut prendre 2 balles. Ah bah oui, Bonjour. Et comment vous? Pas de balles quand même, c'est pas. C'est comme Marseille ici, c'est pareil. Si j'essaie de rentrer un peu plus tard, qu'est-ce qui se passe? Personne rentre. Ça doit finir en bagarre. Ouais, non, mais c'est pas le but. Le commerce voisin, une pâtisserie, sera-t-il plus accueillant? Je suis journaliste, je travaille pour France 2. À peine le temps de faire les présentations qu'un homme fait irruption dans la boutique. Pas pour Fanny, Alex. Vous n'allez pas leur parler. D'accord, les gars? Vous n'allez pas leur parler. C'est un ancien docker. Là, vous venez pour un truc, ça ne me regarde pas tout de suite. Non, là, c'est tout ce qu'on a à dire. Mais en tout ce que j'ai à dire, d'accord? Maintenant, les gars, vous ne leur parlez pas. Là, je sais pas, moi, ce qu'on me demande. Ils viennent pour le trafic de cam sur le parc, tout le cinéma. La tentative d'intimidation est sans ambiguïté. Nous l'apprendrons plus tard. Le fils de cet ancien docker est mis en cause dans le dossier Dragon. Dans la communauté, il y en a pourtant qui condamnent les trafics de cocaïne. Cet homme ignore qu'il est filmé. Son frère est impliqué dans plusieurs affaires. Ça, vous voyez, ça fait 15 ans que je travaille sur le phare, c'est la première fois que je découvre. À cause de taper chez le mur pour venir chercher. Voilà. Lui-même a été entendu par la police. 55 heures de garde à vue à cause de son frère. Et comment ça s'est passé dans la famille? Je suppose que votre père était docker aussi. Ouais. Il y a un code d'honneur chez les dockers quand même. Bah ouais. Vous vivez mal. Bah, c'est comme si votre frère faisait une grave connerie, puis vous êtes un petit peu... C'est ton frère qui fait la connerie. Moi, je sais très bien, j'ai toujours été droit, mais on me dit toujours, là, c'est quand même le petit frère du trafiquant. Et c'est trafic de cocaïne. C'est pas comme si vous allez voler des chewing-gums, c'est pas un délire, c'est pas... Vous avez rendu compte, on peut tuer des gens avec ça. Nous, on aimerait bien, dans notre reportage, avoir un docker qui nous explique que justement, tout ça, c'est proscrit normalement. On est au syndicat. Et de manière anonyme. On ne donnerait pas vos noms. Moi, je regarde ça. Mais moi, il faut demander au syndicat. Tous les interlocuteurs que nous avons contactés feront la même réponse. Impossible de nous parler sans l'accord de leur syndicat, la CGT Docker du Havre. Vous n'aurez aucune demande qui se déliera si vous n'êtes pas passé par le secrétariat du syndicat. Le patron des dockers, en fait le secrétaire général du syndicat CGT des dockers, je vous préviens tout de suite, vous ne ferez rien si vous ne le voyez pas lui, parce que chez eux ça marche comme ça. Voilà, c'est un préalable absolu. L'incontournable patron de la CGT Docker s'appelle Johan Fortier. Nous l'avons rencontré à plusieurs reprises. Il refuse toute interview sur les trafics de cocaïne, mais se défend d'être intervenu pour empêcher notre enquête. Je vous réaffirme que si un ou plusieurs dockers veulent s'exprimer pour votre reportage, nous n'avons aucune opposition et pas les moyens de l'empêcher.
Dans les faits, tous ceux qui ont mis en avant la nécessité d'un accord de la CGT Docker pour nous parler ont ensuite refusé d'être interviewés. Une seule personne s'est passée de toute autorisation. Nous l'appellerons Marianne. Elle côtoie les dockers et leurs syndicats depuis 15 ans. L'anonymat, c'est le choix que ferait n'importe quel acteur de la communauté portuaire qui souhaite pouvoir continuer à exercer son activité sur le port du Havre. C'est un système tout à fait improbable où quelques-uns, voire en l'occurrence une seule personne, a le pouvoir de décider de la parole de chacun des acteurs de la communauté portuaire du Havre. Un syndicat qui règne en maître sur les quais du Havre. L'héritage d'une saga ouvrière. Jusque dans les années 50, les déchargements se font à dos d'hommes. Les salaires sont faibles, les accidents fréquents, parfois mortels. Pour améliorer le sort des familles, le port tolère que les dockers récupèrent les marchandises tombées des bateaux. On appelle cela pudiquement la grappille. Après la Seconde Guerre mondiale, le métier change. En reconnaissance de son action dans la résistance, la CGT obtient le monopole des embauches chez les dockers. Elle choisit chaque matin ceux qui travailleront sur le port. Le syndicat négocie des horaires et des salaires avantageux, trop selon certains. En 1986, le Premier ministre Jacques Chirac commande un rapport sur la compétitivité des ports français. Il est confié à Jacques Dupuy-d'Auby, dirigeant d'une entreprise portuaire. Avec un objectif clair, il faut casser le statut des dockers. La manutention des ports français était horriblement chère parce que les dockers avaient imposé des tarifs de manutention, et ils imposaient les équipes. Par exemple, pour manutentionner un bateau, une entreprise privée aurait dit il faut 5 équipes de dockers. Eh bien, vlan, la CGT, vous en imposez 9. Il y en avait 4 qui ne travaillaient pas, mais ils étaient payés. Très vite, Jacques Dupuy-d'Auby se heurte à un mur. J'en ai parlé avec Chirac, je lui ai dit on va se lancer dans un truc, ça va durer des années. J'ai compris qu'on s'attaquait à un problème qui était beaucoup plus vaste que celui du travail local, qui était un problème familial. Parce que ils étaient dockers de père en fils. Et donc s'attaquer aux dockers, si vous voulez, c'était s'attaquer à la structure d'une communauté. La réforme ne sera mise en œuvre que 6 ans plus tard par le socialiste Jean-Yves Le Drian. Elle déclenche la colère des dockers. La CGT refuse de négocier. Les grèves paralysent les ports français pendant 10 mois. Au Havre, le mouvement est particulièrement dur, mais la réforme est adoptée. « 25 ans plus tard, au printemps 2016, les dockers se mobilisent contre la loi travail. Le pouvoir du syndicat reste intact. Le 14 juin, en marge d'un défilé parisien, un groupe de syndicalistes CGT, reconnaissables à leurs gilets rouges, s'en prend violemment aux forces de l'ordre. Deux dockers du Havre sont interpellés. En représailles, la CGT bloque immédiatement le port. Je crois qu'aujourd'hui, tout acteur de la communauté portuaire du Havre apprend à vivre avec cet état de fait que les dockers sont intouchables, qu'il ne faut même pas essayer de changer quoi que ce soit. Et ceux qui ne le comprennent pas assez vite se font vite rappeler à l'ordre et comprennent très vite le message. J'ai eu connaissance d'un ancien directeur au niveau portuaire qui avait lui aussi l'intention de mettre fin à certains agissements en les dénonçant par écrit et qui a reçu dans son jardin, quelques jours plus tard, des petits cercueils indiquant son nom, celui de son épouse, ceux de ses enfants. Ce sentiment de toute puissance expliquerait, selon Marianne, les dérives de certains dockers.
La facilité d'accès au port, à tout docker, peut bien sûr donner à certains l'idée qu'il est facile de faire entrer et a fortiori de faire sortir des marchandises sans être contrôlé, de par son propre statut, son seul statut de docker. Si vous avez les clés de votre banque et les clés de son coffre-fort, si vous êtes un petit peu malhonnête, il y a des chances que vous soyez tenté d'ouvrir la porte un jour de fermeture ou une nuit et de vous introduire pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, voire dérober quelque chose. Autre procès, celui des dockers pilleurs de conteneurs. 14 personnes jugées demain au tribunal correctionnel du Havre pour vol de marchandises. Depuis des mois, ils dérobaient des conteneurs. La grappille des années de misère a dérivé jusqu'au vol de marchandises. Le préjudice subi est estimé à plusieurs dizaines de millions de francs. Montjoie, en Haute-Garonne, à 800 km du Havre. C'est ici que l'on a pu recueillir une parole ouverte sur ces vols de fret. Marc Gobert est magistrat à la retraite. Souvenir. Dans les années 80, il a été pendant 8 ans le procureur du Havre. Là, c'est la médaille du port autonome du Havre. À peine nommé, il découvre un port gangréné par les trafics de marchandises. Très peu de temps après mon arrivée devant le tribunal correctionnel un dossier de vol. C'était un membre du syndicat des dockers qui avait été pris un peu la main dans le sac avec dans son coffre, si je me souviens bien, 600 bouteilles de parfum très haut de gamme. Je ne sais plus si c'était Dior, mais enfin c'était un peu de ce style-là. Et quelques autres marchandises. C'était leur affaire. Bon, ben oui, non. C'est le territoire de la République et c'est aussi l'affaire de la République et de la justice de la République. Voilà ce que j'ai fait savoir, que j'ai affirmé. Le jeune procureur comprend que ces larcins sont mauvais pour la ville et le port. Il commence par le sécuriser. C'est bien sûr le fait de grillager de façon efficace tous les terminaux, c'est de n'accéder que par des badges électroniques et que n'accèdent que ceux qui ont affaire et ont été autorisés à avoir affaire sur ce terminal. C'est que les gens n'y rentrent plus en voiture, mais que par exemple il y a un système de navette. Bon, c'était un premier progrès que les dockers ont accepté. Bon, peut-être pas toujours ravis, mais ils l'ont accepté. C'est l'intérêt de personne que les opérateurs internationaux désertent peu à peu le port. Mais au Havre, la grappille ne disparaît pas. Pour certains dockers, elle prend aujourd'hui la forme d'un trafic de cocaïne beaucoup plus rentable et difficile à combattre. En avril 2017 s'ouvre le procès de l'affaire Dragon. 12 personnes comparaissent, des petites mains dont plusieurs membres de la communauté docker, mais aucune tête du réseau. Il est assez facile d'identifier parfois un docker sur le port du Havre parce qu'il y a de la vidéosurveillance. Il est facile de l'identifier par l'utilisation des badges. Mais ceux qui sont derrière sont souvent des gens qui agissent dans l'ombre. Et pour les enquêteurs, c'est évidemment une vraie difficulté. Finalement, 8 prévenus sont condamnés. De la prison ferme et une interdiction de paraître sur le port pour Langlois, Thomas et Goran, assorti pour les 2 derniers d'une amende douanière de 4,7 millions d'euros. L'un d'entre eux a été libéré mi-août 2018. Bonjour, vous êtes monsieur... Oui, c'est ça. Bonjour, Damien Brunon, je suis journaliste, je travaille pour France 2. Je voulais savoir si on pouvait se rencontrer pour discuter un petit peu. Non, c'est bon, ça va aller. Je vais vous présenter les choses parce que sinon on va peut-être pas se comprendre. Je vais vous expliquer, je vais pas parler au juge d'instruction, je vais pas parler au juge qui m'a condamné, je vais pas parler à vous. Vous êtes bien d'accord avec moi. Je pense que c'est important que vous puissiez, vous aussi, donner votre version des faits. Je préfère pas. Moi, nous, on a une question. Comment vous êtes contacté? Qui est-ce qui vient vous chercher? Ah oui, je sais pas ça. Non, je vous mens pas, je préfère pas parler et tout. Mais parce que vous étiez juste une petite main ou... Non, je dirais rien du tout. Je vous remercie, je suis poli, je vous remercie de votre... Je m'attelle à la télé quand même. Je vous remercie, au revoir. Au revoir. Cet été, le numéro 2 de la CGT Docker du Havre a été mis en examen dans une nouvelle affaire de cocaïne. Depuis, le syndicat a durci le ton. Désormais, les dockers sont suspendus dès qu'ils sont mis en cause, avant même d'être jugés et condamnés. Une quinzaine d'équipes spécialisées dans le rip-off ont été démantelées au Havre ces dernières années. Mais selon les enquêteurs,
5 ou 6 seraient encore actives sur le port, prêtes à sortir la cocaïne qui arrive chaque semaine sur les terminaux. Alors beaucoup de questions se posent après ce document, notamment sur le rôle des dockers. Précisons qu'ils ne sont évidemment pas tous concernés. Il y a une population de 2000 dockers environ au Havre et on parle aujourd'hui de 5 ou 6 équipes encore en activité et encore concernées par ce trafic. Bonsoir Vincent Lebéguec, vous êtes le patron des stupes en France. Vous confirmez qu'il y a encore 5 ou 6 équipes qui sont concernées par ce trafic de cocaïne ? C'est pas possible de donner un chiffre aussi précis que ça. Oui, effectivement, dans le trafic international de stupéfiants, les réseaux internationaux doivent bénéficier de la complicité des personnels des sociétés qui travaillent sur les plateformes portuaires et aéroportuaires pour importer la cocaïne des zones de production qui sont situées en Amérique latine vers les zones de consommation, dont le marché européen. Et à ce titre, à cet égard, ils doivent bénéficier et doivent approcher, doivent corrompre certains personnels qui travaillent sur les plateformes portuaires. Est-ce que les trafiquants, quelque part, ont trouvé un milieu idéal, justement, avec ce milieu qui ne parle pas trop ? C'est un monde qui est peu coopératif, hein. Vos reporters ont pu le constater d'eux-mêmes. Nous, on le constate tous les jours. Mais ce n'est pas la seule profession qui est peu coopérative avec les services de police pour tenter d'éradiquer le trafic de stupéfiants. C'est un phénomène qu'on rencontre ailleurs. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une forme d'industrialisation et que la police n'a quand même que peu de moyens, parce que 1% de containers contrôlés, c'est quand même franchement pas beaucoup. Et puis, ça veut dire des tonnes de cocaïne qui sont à chaque fois placées dans des containers. Alors, le trafic mondial de commerce légal au niveau maritime a explosé ces 15 dernières années. Donc, les réseaux ont tout à fait compris tout l'intérêt qu'ils avaient à s'immiscer dans ce commerce, dans ce négoce international légal pour acheminer les produits stupéfiants en Europe. Et vous vous sentez un peu démuni face à ça ? La difficulté des services de police, mais plus encore des services de la douane, hein, qui sont chargés du contrôle des flux des marchandises à leur arrivée sur le territoire national. C'est un problème de volumétrie et d'adaptation. C'est aujourd'hui impossible physiquement de contrôler tous les containers qui transitent et qui rentrent en France aujourd'hui. Mis à part les voies maritimes, est-ce qu'il y a d'autres voies qui sont utilisées aujourd'hui et sur lesquelles vous travaillez ? Il y a 2 vecteurs qui sont principalement mis en œuvre pour acheminer la cocaïne vers l'Europe. Pour les grosses quantités, c'est le vecteur maritime. Hein. Votre reportage, on comprend très bien que pour transporter des centaines de kilogrammes de cocaïne, il faut utiliser le vecteur conteneur ou le vecteur voilier, qui est encore utilisé par les trafiquants. Et le second vecteur utilisé est le vecteur aérien pour des quantités plus modestes, mais avec une fréquence plus élevée. Par le trafic de passagers dans les bagages incorporés ou bien dans le fret aérien également qui peut être contaminé par la cocaïne. À l'insu des passagers, ça existe ? Oui, ça peut arriver à la marge. La plupart du temps, les passeurs qui transportent de la cocaïne sont parfaitement au courant de ce qu'ils transportent. Et alors comment ça fonctionne pour qu'on comprenne bien ? Il y a toujours des mules qui sont utilisées aussi ? Oui, bien sûr. Les mules sont utilisées. Alors, encore une fois, deux méthodes principales. C'est l'ingestion de boulettes de cocaïne. Donc ça, c'est principalement observé sur la ligne actuellement entre la Guyane et la France, la métropole, mais également dans les bagages qui seront placés dans la soute et qui seront ensuite récupérés sur le tapis roulant aux aéroports parisiens. Et nous, ce qui nous passionne, c'est qu'on a envie de savoir comment vous travaillez, comment vous réussissez à remonter ces filières. Vous auriez un exemple à nous donner ? Comment vous faites pour identifier ça ? Il y a 2 choses qui sont importantes en matière de répression. C'est l'acquisition du renseignement pour pouvoir démanteler des réseaux, encore faut-il savoir comment ils sont composés. Une étape... Donc ça veut dire par exemple avoir ici ou là des gens qui vous renseignent, qui requièrent l'anonymat et réussissent à infiltrer le milieu des trafiquants ? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas le seul moyen d'acquérir du renseignement sur les organisations. On peut aussi utiliser les moyens techniques qui sont mis à notre disposition pour pouvoir pénétrer les organisations. Quel est l'autre point que vous vouliez évoquer ? C'est la coopération internationale. Nécessairement, on doit travailler en parfaite intégration avec les grandes agences internationales qui sont spécialisées dans la répression du trafic de stupéfiants. Ça veut dire, concrètement, c'est-à-dire ? Ça veut dire qu'on va travailler avec les Espagnols, nous allons travailler avec les services de police américains, les services de police colombiens ou encore britanniques. Alors, ce qu'on note également dans cette enquête, c'est qu'on est passé à 17 tonnes de saisies l'année dernière, mais c'est beaucoup plus que ce que vous aviez réussi à saisir les années précédentes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une consommation qui est toujours plus forte
en France, il y a une demande plus forte pour la cocaïne et que cette fois-ci, elle passe en quantité industrielle dans notre pays? Alors, on assiste à un double mouvement, en définitive, en matière de trafic de cocaïne. Une augmentation importante de la production, hein, qui est passée de moins de 1000 tonnes en 2013 à près de 2000 tonnes aujourd'hui, en 2017, au niveau des 3 pays producteurs d'Amérique latine. Donc une augmentation de la disponibilité de la marchandise en Amérique centrale et en Amérique latine. Et parallèlement à ça, on constate une augmentation de la demande des consommateurs qui recherchent de plus en plus la cocaïne en France et en Europe. Pourquoi ça plaît autant aux consommateurs aujourd'hui, cette consommation de cocaïne? Comment se fait-il qu'on en consomme autant, nous, ici, en France? La marchandise est plus accessible, elle est plus disponible. Donc les consommateurs peuvent expérimenter plus facilement la cocaïne. La cocaïne jouit d'une meilleure image que l'héroïne, par exemple. L'héroïne, en France, jouit d'une mauvaise image, est associée à des décès, à des overdoses. La cocaïne ne jouit pas de cette mauvaise image. Au contraire, c'est un stimulant, comme les amphétamines, et qui est un produit qui convient aux consommateurs européens. Ça coûte combien, un gramme, on le sait? Aux environs de 65 € le gramme. Ça veut dire que c'est très accessible. Historiquement, la cocaïne était réservée à un milieu un peu la jet set, comme on a pu le décrire, mais aujourd'hui, non, c'est plus le cas. Toutes les couches sociales consomment désormais de la cocaïne qui est partout en France, dans tous les territoires. Alors rappelons quand même que certes, elle jouit d'une meilleure image, mais il y a eu des décès. Je regardais que l'année dernière, il y avait une vingtaine de décès suite à la consommation de cocaïne. J'ai vu qu'il y avait eu un dentiste, un journaliste. Il faut le rappeler quand même, la cocaïne tue. Oui, la cocaïne, c'est nocif. Ça, effectivement, je pense qu'il est utile de le rappeler, notamment lorsqu'elle est associée avec d'autres produits de synthèse, d'autres drogues de synthèse. Et ces cocktails, aujourd'hui, sont la principale cause des overdoses qui sont constatées en France et plus largement dans le monde, d'ailleurs. Bien, merci infiniment, Monsieur Le Béguec, d'être venu nous voir ici. Je rappelle que vous êtes donc le patron des stupes en France. Merci infiniment à Thomas Auro, le rédacteur en chef de cette émission, avec Clément Castex et Samuel Humez. Caroline Durand était à la préparation de cet entretien. Philippe Lallemand est le réalisateur de cette émission. Merci à toute son équipe. On se retrouve, nous, dans 2 semaines pour un nouveau complément d'enquête consacré à l'augmentation des violences gratuites ici en France. Passez une excellente fin de soirée sur France Télévisions. À bientôt.